Il était 6h43 du matin lorsque le commandant de bord Stéphane Dubois vit quelque chose qui allait changer sa vie à jamais. Un homme, vêtu d'une simple tunique blanche, se tenait au milieu de la piste, le regardant droit dans les yeux. « Tour, il y a quelqu'un sur la piste !» cria-t-il dans son micro, tout en engageant une procédure de freinage d'urgence pour l'avion transportant 192 passagers. La réponse qu'il reçut le glaça jusqu'à la moelle. « Négatif, commandant, la piste est entièrement dégagée. » Ce que Stéphane ignorait, c'est qu'il venait de voir Jésus, et que cette vision allait sauver 193 vies. Le réveil strident déchira le silence de la maison de campagne lyonnaise à 4h15 précise. Stéphane Dubois étendit un bras lourd de la chaleur de la couette et frappa le bouton avec une force superflue, une frustration sourde contre cette interruption inéluctable du repos. À ses côtés, Sandrine bougea à peine, son sommeil léger à peine perturbé après 18 ans de mariage et d'habitude matinale de pilote. La chambre était plongée dans une obscurité presque totale, seulement percée par la lueur rouge du réveil numérique qui projetait des chiffres fantomatiques sur le plafond en poutres apparentes. Stéphane resta allongé, les yeux fixés sur cette lumière vacillante pendant 30 longues secondes. C'était son rituel, une pause immuable pour permettre à son cerveau de s'éveiller complètement, de passer de l'état de rêve à la réalité tranchante de ses responsabilités. Il ne pouvait se permettre la moindre once d'étourdissement lorsqu'il devrait prendre des décisions qui maintiendraient en vie des centaines de personnes. Il s'assit enfin sur le bord du lit, ses pieds nus rencontrant le contact glacial du parquet ancien. À 47 ans, les rides autour de ses yeux et les tempes grisonnantes témoignaient du passage du temps et des innombrables heures passées à haute altitude. Mais ses réflexes, aiguisés par des années de vol sur des chasseurs dans l'armée de l'air avant de passer à l'aviation civile, restaient aussi vifs qu'à ses 20 ans. L'eau glacée qu'il s'aspergea sur le visage dans la salle de bain acheva de le réveiller. Il se regarda dans le miroir. Les mêmes yeux alertes, le même regard intense qui avait scruté des milliers de fois les instruments et les horizons. 18 ans comme pilote de ligne, 14 500 heures de vol, pas le moindre incident. Il était un professionnel jusqu'au bout des ongles, prévisible, fiable, exactement ce que la compagnie et les passagers attendaient de lui. En bas, dans la cuisine, la cafetière que Sandrine avait méticuleusement préparée la veille au soir commença à goûter, libérant une odeur riche et réconfortante. En attendant, Stéphane ouvrit sa tablette et consulta le rapport météorologique de l'aéroport de Lyon-Saint-Exupéry. Ciel dégagé, visibilité de 10 km, vent de 5 nœuds. Des conditions parfaites. Un sourire quasi imperceptible se dessina sur ses lèvres. Il aimait les journées simples, sans complications. Le café était prêt. Il se servit dans sa tasse bleu marine, un cadeau de ses enfants, Chloé et Léo, qui datait de plusieurs années. Noir, chaud, amer. Exactement comme il l'aimait. Il parcourut le plan de vol AF 404, Lyon à destination de Nice. Durée estimée, 1h15. Le Boeing 737 à 8 cents, avec à peine 4 ans de service, possédait un historique de maintenance impeccable. Des pas légers se firent entendre dans l'escalier. C'était Sandrine, en pyjama, enveloppée dans son peignoir rose. Ses cheveux étaient attachés en une queue de cheval désordonnée, mais pour Stéphane, elle était toujours aussi belle qu'au premier jour. « Le café est prêt, mon amour », dit-il en lui tendant une tasse. Elle l'accepta et déposa un baiser sur sa joue. « Bien dormi ?» demanda-t-elle. Comme toujours, mentit-il. Il dormait rarement plus de 6 heures avant un vol. Son esprit repassait sans cesse les procédures, anticipait les urgences, construisait des scénarios. Sandrine le regarda avec cette expression qu'il connaissait par cœur, un mélange de préoccupation et d'acceptation résignée. « Je vais prier pour toi aujourd'hui. » Comme toujours. Stéphane hocha la tête avec affection, mais il sentit ce vide familier se creuser en lui. 3 ans plus tôt, ces mots l'auraient réconforté. Mais c'était avant Ravière. Avant que son jeune frère ne perde le contrôle de sa moto sur l'autoroute A6, entre Paris et Lyon. Avant que Stéphane n'ait dû identifier son corps à la morgue. Depuis ce jour, les prières lui semblaient creuses, vaines. Si Dieu existait, pourquoi n'avait-il pas sauvé Ravière? Stéphane avait cessé de chercher des réponses. Il avait simplement cessé de croire. « Merci, ma chérie », dit-il malgré tout. Il ne voulait pas la blesser. Sa foi était si pure, si inébranlable, qu'il n'avait pas le cœur de la lui arracher. Chloé, 16 ans, dans sa chambre tapissée de posters de K-pop, son téléphone probablement encore à la main,
même dans son sommeil. Léo, 12 ans, au milieu des maquettes d'avions que Stéphane l'avait aidé à assembler. Le garçon rêvait de devenir pilote comme son père, ce qui remplissait Stéphane d'une fierté mêlée d'une angoisse diffuse. À 5h10, Stéphane quitta la maison. L'air frais de la campagne le saisit. Les routes étaient presque désertes, à l'exception de quelques camions de livraison et de taxis matinaux. Il monta dans sa vieille Citroën 2CV grise et démarra. Le trajet jusqu'à l'aéroport durait 45 minutes sans trafic. Il conduisait en silence, sans radio, repassant mentalement le plan de vol, les procédures d'urgence, les conditions météo. C'était sa manière de se préparer, de construire une forteresse mentale. En s'engageant sur le périphérique lyonnais, il pensa à son père. Le vieux capitaine Dubois avait été pilote pendant 35 ans. C'est lui qui avait mis Stéphane dans son premier cockpit à l'âge de 7 ans, lui qui lui avait appris à aimer le ciel. Son père était mort 8 ans plus tôt, d'une crise cardiaque, rapide et sans douleur, exactement comme il l'aurait souhaité. Ses conseils lui manquaient encore terriblement. L'aéroport apparut devant lui, une constellation de lumière brillante dans la pénombre de l'aube, une ville dans la ville. Il présenta son badge et se gara sur le parking réservé aux équipages. Il prit sa valise, toujours prête, et se dirigea vers la salle de briefing. Lucas Bernard était déjà là. Son copilote. 32 ans, 8 ans d'expérience comme premier officier. Jeune, compétent, bien qu'un peu trop décontracté au goût de Stéphane. Bonjour, commandant, salut à Lucas, les documents déjà organisés sur la table et 2 tasses de café fumant à côté. Bonjour, Lucas. Tout est en ordre? Parfait. L'avion est en excellent état, météo claire, 192 passagers enregistrés. Lucas sourit. Ça s'annonce comme un vol tranquille. Stéphane vérifia les documents. Le Boeing, immatriculé FGZXC, avait passé son inspection 2 mois plus tôt. Tous les systèmes normaux, masse et centrage dans les limites, carburant suffisant avec une large marge. Tout était parfait. Je vois que tu as amené ta petite image, commenta Lucas en désignant une petite icône du Sacré-Cœur de Jésus posée à côté des documents. Stéphane la regarda. Ce n'était pas la sienne, mais celle de Sandrine. Elle avait dû la glisser dans son dossier sans qu'il s'en aperçoive. Elle le faisait parfois, un geste de foi silencieux. C'est ma femme, dit-il simplement. Lucas hocha la tête. Ma mère m'en donne une aussi. Elle dit que ça me protège. Il marqua une pause. Avant, je me moquais, mais maintenant. Je ne sais pas. Ça ne peut pas faire de mal. Stéphane ne répondit pas. Il ne voulait pas de cette conversation. Tu as vérifié les NOTAMS? Ils passèrent 30 minutes à tout revoir, informations, avis au navigateur, état des pistes, fréquence radio, procédure. C'était la routine, mais une routine vitale. L'aviation était sûre précisément parce que rien n'était laissé au hasard. À 6h15, ils se dirigèrent vers la porte d'embarquement. L'aéroport commençait à s'éveiller. Des passagers ensommeillés, des familles avec des enfants excités, des cadres tapotant sur leurs ordinateurs portables, tous unis par une confiance implicite en la compétence et la vigilance de leurs pilotes. Le Boeing 737 les attendait sur le tarmac, majestueux, relié à la passerelle. Stéphane ressentait toujours une immense fierté en voyant son avion. Une machine magnifique, fruit de décennies d'ingénierie, mais aussi une entité complexe dont il était le seul responsable. Ils montèrent à bord. Valérie Martin, la chef de cabine, salua Stéphane avec professionnalisme. Bonjour, commandant. Tout est prêt. Merci, Valérie. Des situations particulières? 3 mineurs non accompagnés, 2 passagers en fauteuil roulant et une dame âgée qui a peur de l'avion. Je lui ai déjà parlé. Stéphane acquiesça. Prévenez-moi si quoi que ce soit survient. Il se dirigea vers le cockpit. Il aimait cette marche, voir l'avion du point de vue des passagers. Les sièges propres, les hublots clairs, l'odeur de café fraîchement préparé. Un espace qui contiendrait bientôt 192 vies. Le cockpit était son sanctuaire. Stéphane s'installa dans le siège du commandant de bord, à gauche. Lucas prit sa place à droite. Devant eux, le tableau de bord, aussi familier à Stéphane que sa propre maison. Il commença la vérification pré-vol. Liste après liste. Lucas lisait,
Stéphane exécutait et confirmait. Systèmes hydrauliques, électriques, de navigation, de communication. Tout était normal. Les lumières vertes brillaient, rassurantes. Les passagers commencèrent à embarquer. Stéphane entendait le murmure des voix, le roulement des valises. Parmi eux, Anaïs et son mari Louis, en route pour leur lune de miel à Nice. C'était le premier vol d'Anaïs et elle était visiblement nerveuse, assise au siège 12A et 12B. Il y avait aussi Monique Leroy, 73 ans, qui allait rendre visite à son petit-fils malade à Nice. Le petit Sébastien, 6 ans, souffrait d'une leucémie. Monique serrait un chapelet en bois qu'elle ne lâchait jamais, au siège 24F. Monsieur Vargas, un homme d'affaires, tapait furieusement sur son ordinateur portable en classe affaires, siège 4D. Il n'avait pas levé les yeux depuis qu'il s'était assis. Et la petite Valérie, 8 ans, qui voyageait seule pour la première fois pour retrouver son père à Nice. Elle portait un sac à dos de la Reine des Neiges et serrait une peluche d'Olaf, au siège 18C. Une hôtesse lui avait promis de veiller sur elle. 192 personnes, 192 vies qui lui faisaient confiance. À 6h25, tout le monde était à bord. Les portes se fermèrent. Valérie confirma que la cabine était sécurisée. Stéphane contacta la tour de contrôle. Contrôle au sol, Air France 404, demandons autorisation de démarrage. Air France 404, autorisé. Démarrage. Piste 05 gauche, vent 040 à 5 nœuds. Stéphane répéta l'instruction, puis regarda Lucas. Checklist de démarrage. Les moteurs CFM 56 s'éveillèrent avec leur vrombissement caractéristique. Stéphane sentit la vibration familière. L'avion prenait vie, se transformant en une créature puissante. Le tracteur repoussa le Boeing. Une fois en position, l'avion était prêt à rouler seul. Contrôle, Air France 404. Prêt pour le roulage. Autorisé via Charlie, Bravo jusqu'au point d'attente. Le Boeing commença à se déplacer sur les voies de circulation. Stéphane manœuvrait avec une précision millimétrée, au milieu du balai incessant des autres avions. Pendant le roulage, quelque chose d'étrange se produisit. Stéphane ressentit un calme inhabituel. Ce n'était pas de la nervosité, c'était différent, une sérénité inexplicable, comme si une présence tranquille avait envahi le cockpit. Pourtant, rien n'avait changé. Lucas remarqua son expression. « Tout va bien, commandant ?» Stéphane cligna des yeux. « Oui, juste. Une sensation étrange. Besoin d'un médecin ? Non, c'est une sensation de paix. Ne t'inquiète pas. » Le Boeing atteignit le point d'attente. Stéphane immobilisa l'avion. Tour, Air France 404. Prêt au décollage. Il y eut une pause. Stéphane imaginait le contrôleur, Enzo Petit, 28 ans, 6 ans d'expérience, vérifiant ses écrans, s'assurant que le trafic était fluide. Air France 404. Attendez l'autorisation. Dans la tour de contrôle, Enzo examinait ses moniteurs. Le radar montrait la piste dégagée. Les caméras confirmaient l'absence d'obstacles. Tout était parfait. Air France 404. Autorisé décollage piste 05 gauche. Vent 040 à 5. Stéphane répéta l'autorisation et aligna l'avion. Les lumières de bord de piste s'étendaient devant lui comme une rivière scintillante. Il vérifia les instruments une dernière fois. Tout au vert. Il posa ses mains sur les manettes de poussée, un geste qu'il avait accompli des milliers de fois. Et pourtant, il ressentit une hésitation inexplicable, comme si une voix intérieure lui murmurait « Sois très prudent. » « Commandant ?» Attendait Lucas. Stéphane secoua la tête. « Tout va bien. » Décollage. Il poussa les manettes vers l'avant. Les moteurs rugirent, libérant une poussée phénoménale. Le Boeing commença à prendre de la vitesse. 20 nœuds, 30 nœuds. La piste défilait de plus en plus vite. En cabine, Anaïs serrait la main de Louis. Monique avait les yeux fermés, priant en silence. Monsieur Vargas remarqua à peine le mouvement. Valérie, elle, regardait par le hublot, les yeux écarquillés. 40 nœuds. 50 nœuds. La force j'ai plaqué tout le monde contre son siège. C'est précisément à 60 nœuds que Stéphane le vit.
Un homme marchait tranquillement sur la piste, droit sur leur trajectoire. Il portait une tunique blanche qui lui tombait aux chevilles. Sur ses épaules, un manteau d'un rouge presque pourpre. Cheveux longs et sombres, barbe épaisse. Il marchait pieds nus. Mais ce qui frappa Stéphane, ce n'était pas seulement sa présence incongrue, mais son calme absolu. Il ne courait pas, ne montrait aucun signe de panique. Il marchait simplement, comme s'il se promenait dans un jardin. Ses mouvements étaient fluides, d'une sérénité surnaturelle. La tunique blanche semblait émaner sa propre lumière, une lueur douce, comme éclairée de l'intérieur. À cet instant, quelque chose d'extraordinaire se produisit. Le rugissement assourdissant des moteurs commença à s'estomper, comme si quelqu'un avait baissé le volume du monde. Le son devint lointain, jusqu'à ce qu'il ne reste que le battement accéléré du cœur de Stéphane. Et avec le silence vint un parfum délicat de fleurs qu'il ne pouvait identifier, une odeur unique, ancienne et étrangement réconfortante. Plus que voir, Stéphane ressentait. Une paix inébranlable emplit son cœur, une certitude profonde que rien ne pouvait perturber ce moment. Toute la peur, l'anxiété, le doute qu'il portait depuis 3 ans s'évaporèrent. Sa poitrine, oppressée depuis la mort de Ravière, se dilata soudainement. Il pouvait respirer pleinement, pour la première fois depuis des années. L'homme continuait de marcher avec une grâce surnaturelle. Stéphane cligna des yeux, s'attendant à ce qu'il disparaisse, mais il restait là, solide, réel, impossible. Puis l'homme leva les yeux. Son regard croisa celui de Stéphane. Et ce furent ses yeux qui brisèrent quelque chose en lui. Profond, insondable, remplis d'une sagesse antique, mais plus encore, ils irradiaient d'amour. Un amour si pur, si absolu, si inconditionnel que Stéphane sentit son cœur se fendre et se reconstruire en même temps. Ses yeux semblaient dire « Je te connais. Je t'ai toujours connu. Je sais pourquoi tu souffres. Je sais pourquoi tu as cessé de croire. Et je suis là malgré tout. » Quand l'homme sourit, une vague de protection absolue submergea Stéphane. C'était le sentiment qu'il avait désespérément cherché depuis la mort de Ravière. Mais la réalité physique s'imposa. Il commandait un Boeing avec 192 personnes à bord, fonçant à 60 nœuds vers un obstacle. Ses réflexes de pilote militaire s'activèrent instantanément. Tour. J'interromps le décollage. Personne sur la piste. Cria-t-il en coupant la puissance, en écrasant les freins et en activant les inverseurs de poussée. Le Boeing fut secoué violemment. La décélération fut brutale. Les passagers furent projetés contre leur ceinture. Anaïs hurla. Monique laissa tomber son chapelet. L'ordinateur de M. Vargas vola à travers la cabine. Les pneus crissèrent sur l'asphalte, laissant des marques noires et une odeur de caoutchouc brûlé. Dans la tour, Enzo Petit faillit renverser son café. Quoi? Ses yeux balayèrent les écrans. Négatif Air France 404. La piste est complètement dégagée. Je répète, dégagée. Enzo vérifia frénétiquement. Le radar ne montrait rien, les caméras non plus. Il appela son superviseur, Jean Leclerc, un vétéran de 20 ans de service. Jean, l'Air France a interrompu, il signale quelqu'un sur la piste mais je ne vois rien. Jean vérifia les moniteurs. Il n'y a rien. Déclenche le protocole d'urgence. Déploie la sécurité immédiatement. Dans le cockpit, Lucas plissa les yeux. Commandant, je ne vois rien. Où est-il? Stéphane maintenait l'avion immobile, les moteurs au ralenti. Son cœur battait si fort qu'il l'entendait dans ses oreilles. Il regardait fixement là où l'homme se tenait. Et l'homme était toujours là. Il s'était arrêté de marcher. Il se tenait debout, immobile, à une centaine de mètres de l'avion. Ses bras se levèrent lentement sur les côtés, dans un geste qui ressemblait à une bénédiction. Ses lèvres bougeaient comme s'il parlait, mais Stéphane n'entendait aucun mot. Contrôle, je vois clairement un homme en tunique blanche. Il est planté au milieu de la piste, insista Stéphane, sa voix ferme malgré l'absurdité de la situation. Commandant Dubois, nos caméras ne montrent rien. Nous envoyons des équipes de sécurité pour vérifier. En cabine, la panique commençait à monter. Valérie prit le micro. Mesdames et messieurs, veuillez rester assis, votre ceinture attachée. Nous rencontrons une situation technique mineure. 4 véhicules de sécurité arrivèrent toutes sirènes hurlantes, leurs gyrophares balayant la piste.
8 agents descendirent, inspectant chaque mètre carré d'asphalte. Tour, piste complètement vide, rapporta le chef de la sécurité. Aucune trace de présence humaine. Enzo transmit l'information à Stéphane. Commandant, la sécurité confirme, la piste est vide. Il n'y a personne. Stéphane ne quittait pas l'homme des yeux. Il le voyait maintenant avec encore plus de clarté. Son visage était jeune et ancien à la fois. Lucas, dit Stéphane sans le regarder, tu ne vois vraiment absolument rien devant nous? Lucas regarda intensément à travers le pare-brise. Commandant, je vous jure qu'il n'y a rien. La piste est vide. 25 minutes s'écoulèrent dans cette impasse. Le trafic aérien commençait à s'accumuler. Jean Leclerc, à la tour, décida de vérifier tous les enregistrements. Enzo, vérifie le radar des 2 dernières heures. Cherche n'importe quel trafic non autorisé. Enzo commença un examen méticuleux. Puis il s'arrêta net. Jean, j'ai trouvé quelque chose. Sur l'écran apparut la trace faible d'un petit aéronef, un écho-radar qui avait traversé l'espace aérien de manière irrégulière. C'est un Cessna 172. Immatriculation. XBKLM. Pilote enregistré, Nicolas Morel. Pourquoi ne l'avons-nous pas détecté avant? Son transpondeur était éteint ou défectueux. Regarde l'altitude, il volait à 500 pieds. Beaucoup trop bas. Ils agrandirent la trace. Le Cessna avait croisé directement la trajectoire de décollage du vol AF404. Enzo fit des calculs rapides. Ses mains se mirent à trembler. Jean. Si l'Air France avait décollé comme prévu. La collision aurait eu lieu 45 secondes après le décollage. Le Boeing aurait été à 300 pieds d'altitude. Jean pâlit. Une collision inévitable. Et absolument catastrophique. 192 passagers. Plus l'équipage. Et le pilote du Cessna. Mon Dieu. Jean prit le micro, la main tremblante. Air France 404, ici la tour. Nous venons de découvrir un trafic non autorisé sur votre trajectoire de décollage. Un Cessna a croisé votre route entre 6h43 et 6h45. Si vous aviez décollé, la collision aurait été inévitable. Dans le cockpit, Lucas se tourna vers Stéphane, le visage livide. Commandant. On a failli. Stéphane regardait toujours là où l'homme se tenait. Et à cet instant précis, l'homme se remit à marcher, s'éloignant lentement. Il tourna la tête une dernière fois vers Stéphane et sourit. Un sourire d'amour absolu, de mission accomplie. Puis, alors que Stéphane clignait des yeux, l'homme disparut. Il n'était tout simplement plus là. Stéphane laissa échapper l'air qu'il retenait. Son corps se mit à trembler. On vient d'assister à un miracle, murmura-t-il. La tour autorisa le retour à la porte d'embarquement. Le vol fut annulé. Les passagers furent transférés. Plus tard, alors que le cockpit était vide, Stéphane resta assis. Il tenait la petite image du Sacré-Cœur que Sandrine avait glissée dans son dossier. Il la regarda, vraiment, pour la première fois en 3 ans, et il pleura. Il pleura pour Ravière, pour les 3 années de colère et de douleur. Il pleura de gratitude. Malgré son incrédulité, Jésus avait été là, marchant sur la piste, sauvant 193 vies. Le sauvant, lui. Quand Stéphane gara sa Citroën 2CV devant sa maison, Sandrine ouvrit la porte avant même qu'il n'ait pu sortir ses clés. Son visage était empreint d'inquiétude. « Stéphane, dit-elle. » Il resta sur le seuil, incapable de bouger. Elle le regarda dans les yeux et ses propres yeux s'emplirent de larmes. Il s'est passé quelque chose. Quelque chose de grand. Il hocha la tête, incapable de parler. Elle s'avança et le serra dans ses bras avec une force qu'il n'avait pas sentie depuis des années. Il laissa tomber sa valise et s'accrocha à elle, pleurant comme un enfant. Plus tard, dans le salon, il lui raconta tout. L'homme, la tunique, le silence, les yeux. Personne d'autre ne l'a vu, Sandrine. Ni Lucas, ni la tour, ni les caméras. Personne. Je pensais devenir fou. Mais... Ils ont trouvé le Cessna. Il ferma les yeux. Si j'avais décollé, nous serions tous morts. Sandrine était livide. Et tu penses que cet homme? Je ne pense pas.
Je sais. C'était lui, Sandrine. C'était Jésus. Sandrine se leva sans un mot et monta à l'étage. Elle revint quelques minutes plus tard avec un petit cadre en bois. C'était l'image du Sacré-Cœur de Jésus qu'elle gardait sur sa table de chevet. Elle le posa sur les genoux de Stéphane. Le souffle lui manqua. C'était lui. Le même visage, les mêmes cheveux, la même barbe, les mêmes yeux, la tunique blanche, le manteau rouge. C'était exactement l'homme qu'il avait vu. Mon Dieu, murmura Stéphane. C'est lui. C'est exactement lui. Sandrine pleurait maintenant, mais en souriant. Ce matin, dit-elle d'une voix tremblante, je me suis réveillée à 4h30. J'ai ressenti une urgence terrible de prier pour toi. Ce n'était pas l'inquiétude habituelle, c'était plus intense. Je me suis agenouillée ici même et j'ai prié pendant 45 minutes. J'ai demandé à Jésus de te protéger, de se montrer lui-même s'il le fallait pour te sauver, pour te ramener à la maison. Stéphane était submergé. Les prières de sa femme, sa foi inébranlable, avaient été entendues. J'avais arrêté de croire, Sandrine. Après Ravière, j'étais si en colère. Je sais, mon amour. Mais lui n'est jamais parti. C'est nous qui nous éloignons. Lui, il attend toujours. Lorsque Chloé et Léo rentrèrent de l'école, ils trouvèrent leurs parents assis dans le salon, les yeux rougis. Stéphane les fit asseoir et leur raconta l'histoire. Léo écoutait, bouche bée. Chloé fronçait les sourcils, sceptique. Papa, ce ne pourrait pas être le stress, le manque de sommeil? Chloé, dit doucement Stéphane, j'ai géré des situations de stress inimaginables. Je connais la différence. Et comment expliques-tu le Cessna? Mon imagination n'aurait pas pu inventer une excuse parfaite pour interrompre un décollage juste au moment où un avion invisible croisait ma route. Chloé n'eut pas de réponse. Léo, lui, n'avait aucun doute. Je te crois, papa. C'est incroyable. Ce soir-là, pour la première fois depuis 3 ans, ils prièrent ensemble, en famille. Stéphane commença, la voix brisée par l'émotion. Jésus. Merci. Merci de m'avoir sauvé. Merci de ne pas avoir abandonné, même si moi, je t'avais abandonné. Pardonne-moi d'avoir été aveugle. Plus tard, Lucas Bernard vint à la maison. Il avait l'air secoué. Je ne l'ai pas vu, commandant. Mais j'ai senti quelque chose. Une présence. Un sentiment profond que tout irait bien. Nous devrions être morts. Tous. Stéphane lui dit la vérité. C'était Jésus, Lucas. Lucas ne rit pas. Il hocha lentement la tête. Ma mère. Elle m'a dit qu'elle s'était réveillée ce matin avec un sentiment de terreur absolue. Elle a prié le chapelet sans s'arrêter pendant des heures. 6 mois passèrent. Stéphane n'était plus le même homme. Chaque vol était un acte de foi. Un jour, il reçut une lettre. C'était Monique Leroy, la passagère de 73 ans. Cher commandant Dubois, écrivait-elle, j'étais dans le vol AF404 du 15 mars. Quand l'avion a freiné si brutalement, j'ai ouvert les yeux et je l'ai vu. Par mon hublot. Un homme en tunique blanche marchait à côté de l'avion. Ses yeux m'ont rempli d'une paix que je n'avais jamais ressentie. Je pensais avoir imaginé. Mais j'ai entendu des rumeurs. Et j'ai su que je n'étais pas folle. Je l'ai vu aussi, commandant. Et je veux que vous sachiez que mon petit-fils, Sébastien, est en rémission complète. Les médecins appellent ça un miracle. Moi aussi. Stéphane, les mains tremblantes, montra la lettre à Lucas. Je n'étais pas seul. Il commença à partager son témoignage, d'abord en privé, puis dans des groupes plus larges. Son histoire redonna espoir à beaucoup. 1 an après l'incident, il reçut une lettre de Nicolas Morel, le pilote du Cessna. Cher commandant, j'ai vécu pendant des mois avec la culpabilité de savoir que mon erreur a failli tuer 200 personnes. Quand j'ai entendu votre témoignage, j'ai compris que ce n'était pas de la chance, mais une intervention divine. Vous n'avez pas seulement sauvé vos passagers. Vous m'avez sauvé de la culpabilité qui m'aurait détruit. Le jour du premier anniversaire, Stéphane retourna à l'aéroport. Il marcha jusqu'à la piste 05 gauche. Il s'agenouilla sur l'asphalte, en ce lieu devenu pour lui une terre sainte, et il pria. Merci, Jésus.
Il y a un an, tu m'as sauvé ici. Tu m'as montré que tu étais toujours là. Aide-moi à ne jamais oublier. Stéphane Dubois continua de voler pendant 15 ans. Il ne revit jamais Jésus physiquement, mais il sentit sa présence des milliers de fois. Son témoignage changea d'innombrables vies. Diego devint pilote, comme son père. Et dans l'aéroport de Lyon-Saint-Exupéry, les jours de grand soleil, certains employés jurent apercevoir parfois une silhouette en tunique blanche marchant tranquillement sur le tarmac. Personne ne peut le prouver. Les caméras ne captent rien. Mais ceux qui ont des yeux pour voir, et des cœurs pour croire, connaissent la vérité. Jésus marche encore parmi nous. Toujours.